Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Azali Assoumani, le président sortant réélu, a été investi ce dimanche 26 mai. Il va diriger les Comores pour les 5 prochaines années. À 3 jours des élections générales en Afrique du Sud, John Stine Huysen, président de l'Alliance démocratique, prône une bonne gouvernance et promet aux Sud-Africains de l'emploi. Fin des épreuves de la Coupe d'Afrique des clubs de football avec le triomphe des Égyptiens, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du monde féminine des U17. On zoome sur la Kenyane Béatrice Chebep, record woman sur les 10 000 mètres, et la présence de 2 sportives africaines remarquées sur la terre battue de Roland-Garros. Nous recevons José Douglas, journaliste sportif d'Africa 24, pour un point complet de l'actualité sportive dans ce journal. Azali Assoumani a été investi ce dimanche 26 mai, président de la République des Comores, pour un nouveau mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture a eu lieu au stade omnisport de Malouzini à Moroni, la capitale, avec la participation de plus de 11 000 personnes réélues dès le premier tour lors de l'élection présidentielle avec 57,2% des suffrages. Le président comorien souhaite pour ce 3e mandat consolider la paix, la stabilité et renforcer la croissance économique. Midret Yamou. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a entamé officiellement le 26 mai 2024 un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. La cérémonie d'investiture du chef d'État a eu lieu au stade omnisport de Malouzini, à Moroni, avec la participation de plus de 11 000 personnes. Azali Assoumani a été réélu dès le premier tour lors de l'élection présidentielle du 14 janvier 2024 avec 57,2% des voix. Pour ce 3e mandat à la tête des Comores, le président Azali Assoumani compte poursuivre les chantiers visant la paix, la stabilité, la croissance économique et la cohésion nationale en vue de l'émergence du pays à l'horizon 2030. J'entame ce nouveau mandat de président de l'Union des Comores dans une conjoncture très sensible au niveau régional et international où le monde est confronté à 2 défis majeurs sanitaires, sécuritaires et de changement climatique. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. 860 agents des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale Moroni pour l'investiture du président Azali Assoumani. Invités spéciaux de cette cérémonie, les chefs d'État congolais Denis Sassou Nguesso, angolais Joao Lourenço, malgache Andry Rajoelina, bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalou et mozambicain Philippe Nyusi. Étaient également présents plusieurs représentants des gouvernements, dirigeants des institutions multilatérales et partenaires internationaux. Pour le gouvernement comorien, cette participation massive démontre la présidence réussie du pays de l'Union africaine. Les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire. L'opposition comorienne critique les dépenses engagées pour les festivités de l'investiture, alors que le pays est notamment confronté à une épidémie de choléra et à des inondations dévastatrices. Les chiffres officiels font état d'environ 120 décès depuis que l'épidémie a été signalée dans le pays en février 2024. Les récentes inondations ont entraîné des pertes importantes en matériel et en vie humaine, ainsi que les déplacements forcés. Le 3e mandat du président Azali Assoumani devrait s'achever en 2029. Renforcer la bonne gouvernance, créer des emplois, mais aussi garantir l'épanouissement des Sud-Africains. C'est ce que propose John Stine Huysen, président de l'Alliance démocratique
Si toutefois il est élu lors des élections générales du 29 mai prochain, ce dernier qui considère que son parti a toutes les armes pour remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Les détails avec Marie-Raphaël Tolo. Né le 25 mars 1976 à Durban, en Afrique du Sud, John Steenhuisen est un homme politique sud-africain qui dirige depuis 2019 le principal parti d'opposition du pays, l'Alliance démocratique. À quelques jours des élections générales prévues le 29 mai, pour le choix du parti qui devra prendre les rênes du pays, John Steenhuisen s'engage pour la prospérité de l'Afrique du Sud par la mise en place de politiques permettant le plein épanouissement psychologique et financier des Sud-Africains. C'est notamment à travers la création d'emplois. Plus que n'importe quelle autre province, le peuple du KwaZulu-Natal savent que le pouvoir de changer les choses est dans la main du peuple et non des populations. Et le 29 mai, le peuple devra se lever pour changer les choses en Afrique du Sud. En 1999, à l'âge de 22 ans, John Steenhuisen est élu au conseil municipal de Durban, faisant de lui l'un des plus jeunes conseillers de l'histoire de la ville. En 2009, il est élu à l'Assemblée législative du KwaZulu-Natal. Il a ensuite été élu chef provincial de l'Alliance démocratique du KwaZulu-Natal lors du congrès provincial du parti de 2009 jusqu'au 18 octobre 2010. En 2020, il est porté à la tête du parti avec 80% des voix. J'appelle chaque citoyen dans cette province de libérer cette province de la corruption, de la libérer du sous-emploi, de la libérer de la pauvreté. Avec cette accumulation d'expérience, John Steenhuisen considère que son parti a toutes les armes pour remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale sud-africaine. Le parti Alliance démocratique a d'ailleurs organisé son rassemblement politique le 26 mai au KwaZulu-Natal pour mieux partager sa vision de transformation du pays avec le peuple. Et puis une frustration dans le camp de l'ancien président Jacob Zuma, exclu des élections. Ses partisans restent toutefois mobilisés. Désormais devenu la figure centrale du parti MK, parti qu'il a créé après son éjection de l'ANC en 2017. Cette formation politique déstabilise le Congrès national africain, menacé de perdre sa majorité parlementaire. Et pour un décryptage de l'actualité sportive, nous accueillons José Douglas. Bonjour. Bonjour Aïssatou. C'est la fin des épreuves de la Coupe d'Afrique des clubs de football et les Égyptiens sont les vainqueurs de cette compétition. Exactement, vous allez voir avec d'abord un rappel pour la Coupe de la Confédération remportée par le Zamalek aux dépens des Marocains du RSB Berkane, 2-1 à l'aller pour le RSB Berkane et 1-0 au retour pour les Égyptiens de Zamalek, grand vainqueur, je vous l'ai dit. Et puis la finale, retour de la Ligue des Champions de la CAF Total Energy au Caire entre Al-Ahly et le Stinis s'est joué à guichet fermé suite à l'épuisement des billets 2 heures après leur mise en vente. Et les Égyptiens d'Al-Ahly remportent leur 12e titre sur le score de 1-0. Ils scorent 0-0 à l'aller. Écoutons les propos de l'entraîneur d'Al-Ahly. Je suis bien conscient que les fans me demanderont de remporter le 13e titre. Cependant, il est important que les fans célèbrent le championnat plutôt que de se concentrer uniquement sur le prochain. Comme supporter fidèle de l'Ahly, moi aussi j'ai faim de championnat et j'ai l'ambition d'aider l'équipe à décrocher davantage de titres. Quelques mots à présent, José, sur les championnats africains scolaires de football et les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des U17. Oui, alors les championnats donc féminins ou le championnat féminin de football scolaire, les demi-finales qui ont mis aux prises chez les filles la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Maroc, et chez les garçons la Tanzanie, le Bénin, la Guinée et le Sénégal, des épreuves sur lesquelles nous reviendrons bien sûr. Et puis le Burundi, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la Zambie et le Libéria sont les 10 derniers prétendants aux 3 places qualificatives pour la Coupe du Monde féminine U17 qui aura lieu en République dominicaine en 2024. Le calendrier du dernier tour des qualifications de cette Coupe du Monde, et bien le calendrier est le suivant. Le vendredi 7 juin, Burundi, Kenya, Zambie, Maroc et Libéria, Nigeria. Et le vendredi
14 juin, match retour avec Kenya, Burundi, Maroc, Zambie et Nigeria contre le Libéria. Et cette fois-ci, c'est une Kenyane qui monte au podium, remportant le record sur les 10 000 mètres pour la Ligue des Diamants à Eugène, aux États-Unis. Eh bien, il faut le faire, hein, Aïssatou. En tout cas, regardez cette image, celle de la Kenyane Béatrice Chebet, qui est devenue la première femme à passer sous la barre des 29 minutes sur 10 000 mètres, s'il vous plaît, et réalise un temps exact de 28 minutes. Imaginez-vous, 28 minutes, 54 secondes et 14 centièmes à Eugène. Épreuve comptant pour la Ligue de Diamants. Ça promet donc pour les prochains Jeux Olympiques à Paris. Enfin, faisons un arrêt sur la terre battue de Roland-Garros. La journée Yannick Noah a été célébrée et nous avons 2 Africaines en compétition. Et nous allons commencer par elle. Et avant d'évoquer cette journée de Yannick Noah, sachez que nous suivrons 2 tenniswomen dans ce tournoi de Grand Chelem. Il s'agit de l'Égyptienne Mayar Sherif qui rencontrera la Chinoise Yuan demain mardi et la Tunisienne Ons Jabeur qui rencontre ce jour l'Américaine Sacha Viaikeri. Et puis elle a été rebaptisée en 2023 journée Yannick Noah, la toute traditionnelle journée des enfants. Encore une fois, a été couronné de succès. Ce rendez-vous incontournable a rassemblé plus de 23 000 spectateurs samedi 25 juin sous un soleil radieux avec des animations et des matchs d'exhibition. L'attraction, c'était aussi la participation d'un groupe de danseurs venus de Kampala en Ouganda, Ghetto Kids, et qui a donné cette prestation. Regardez plutôt et écoutez. José, pour toutes ces précisions. Et nous restons dans l'actualité sportive en Guinée équatoriale. L'équipe nationale est mise à mal pour la prochaine Coupe du Monde. Emilio Sou, le capitaine de Zala national de la Guinée équatoriale, inéligible suite à la sanction de la FIFA, suspendu pour un délai de 6 mois. Il ne pourra pas disputer les matchs avec la sélection. Un coup dur pour la Guinée équatoriale qui voit ses chances de disputer une première Coupe du Monde de football 2026 s'effriter. Christian Dimadeu. Engagée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de football FIFA 2026, la Guinée équatoriale se voit retirer 6 points en raison de la présence jugée illégale de son attaquant et capitaine Emilio Nsoué lors des victoires contre la Namibie et le Libéria disputées les 15 et 20 novembre 2023. La commission de discipline de la FIFA suspend le joueur de 3e division espagnole pour une durée de 6 mois et inflige une amende de 99 millions de francs CFA à la Fédération équato-guinéenne de football. La commission de discipline de la FIFA a établi l'inéligibilité du joueur et par conséquent décidé de déclarer les 2 matchs en question comme perdus par forfait par la Guinée équatoriale sur un score de 3-0. La FEGIFOOT a écopé d'une amende de 150 000 francs suisses. Le joueur Emilio Lopez a écopé d'une interdiction de représenter une quelconque fédération de football pour une durée de 6 mois. Emilio Nsoué, 34 ans, a porté les couleurs des équipes jeunes de l'Espagne. Au moment d'arborer le maillot de la Guinée équatoriale, le joueur n'a pas pu fournir tous les documents validant son changement de nationalité sportive. Cela avait débouché en 2013 sur 2 défaites sur tapis vert contre le Cap-Vert lors des éliminatoires de la CAN 2015. Une décision qui n'avait pas eu de grosses conséquences puisque la Guinée équatoriale avait finalement dû organiser le tournoi en urgence suite au désistement du Maroc. Cette fois, la sanction est plus lourde pour la Fédération équato-guinéenne de football et pour le joueur qui a renoncé à sa décision de mettre fin à sa carrière internationale pour des questions de mauvais management de la sélection. Le Zalan continuera à vivre, mais pas tant que le président et ses sbires resteront au pouvoir. Je suis prêt à mourir pour mon pays, je veux me battre pour ce peuple. La sélection est au-dessus de tout et de tout le monde. Vive la Guinée équatoriale. La Fédération équato-guinéenne de football a 10 jours pour faire appel de la décision de la FIFA. En cas de confirmation de la sanction, l'équipe nationale compterait 0 points dans le groupe H des éliminatoires, derrière la Tunisie, la Namibie et le Malawi. Pour les 3e et 4e journées, le Zalan national affrontera la Tunisie le 5 juin,
puis le Malawi le 9 juin 2024. Toujours à la page sport, plus de 30 clubs au championnat de Kwan-Kido ont participé au 3e championnat d'Afrique des clubs organisé par l'association sénégalaise de Kwan-Kido ce samedi 25 mai. À Dakar, les équipes participantes sont venues du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de l'Algérie et du Sénégal, pays organisateurs pour la première fois. 11 médailles ont été récoltées par les clubs sénégalais pour leur première participation. Je vous propose d'écouter Taoussou Aliouba, ceinture noire 5e dan de l'association de Kwan-Kido du Sénégal. Je pensais que les athlètes ne seront pas à la hauteur par rapport à ce qui se fait un peu partout au niveau de l'Europe. Mais là, je me rends compte que le niveau vraiment il est assez élevé. En plus, c'était le but fixé pour hausser un peu le Kwan-Kido africain. C'est la première fois que le Sénégal organise un tournoi continental africain. Moi, j'avais des craintes que les gens le voient autrement, mais tout le monde est satisfait et content. Vraiment, les délégations gabonaises qui sont venues en masse, les Algériens, la plus forte délégation avec 69 athlètes, les Ivoiriens qui sont là avec 6 athlètes, le Burkina qui est là, et il y a le Mali qui est venu mais en retard malheureusement. Donc tout le monde est content. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.